Bonjour à tous. Aujourd'hui nous allons décrypter le mouvement du végétalisme, appelé aussi véganisme. Notez que nous parlerons avant tout de l'idéologie végan, plutôt que de cas individuels, car effectivement tous les végans n'ont pas exactement le même mode de pensée. Il est vrai que l'écrasante majorité d'entre vous consommez de la viande, ainsi que des produits d'origine animale, mais refusez pourtant l'idée de voir l'image d'un agneau mis à mort froidement. Pire encore, des vidéos d'élevage industriel, filmant des abattages à la chaîne vous choquent le temps d'un instant, bien que quelques jours a posteriori, vous savouriez votre viande hachée industrielle. De l'autre côté de la scène, quand vous apercevez un végan dévoré par son idéologie parfois totale, cela ne vous donne tout naturellement pas l'envie de rejoindre sa lutte, ni d'embrasser son mode de vie. Tout d'abord, même si cela semble évident, il vous faut bien différencier un végan d'un végétarien, car cela n'a rien à voir. Une pensée végan correspond généralement à une personne qui refuse toute forme d'alimentation ayant un rapport, de près ou de loin, avec les animaux, et refuse toute utilisation par l'homme du monde sauvage. Un végétarien, contrairement à un végan, peut fréquemment se nourrir aussi bien de lait, que de miel et d'œufs. Par ailleurs, afin de bien comprendre la pensée végan, il vous faut assimiler le concept philosophique au centre de son échelle de valeurs. Cette conception est l'antispécisme. Ce terme que certains d'entre vous ne connaissent peut-être pas, est en fait simple à appréhender. Le spécisme, donc le contraire de l'antispécisme, est l'idéologie qui postule une hiérarchie entre les espèces, exprimant l'état de fait que la vie humaine a une valeur bien supérieure à celle des autres animaux. L'antispécisme, au contraire, ne place donc pas l'espèce humaine au-dessus de toutes les autres formes de vie, et accorde une considération morale plus ou moins égale à toutes les autres espèces animales. D'autre part, le second pilier philosophique de l'idéologie végane est la capacité de sentience. Là aussi, ce terme qui peut apparaître comme barbare, est accessible à tous. Ce concept désigne simplement la capacité pour une forme de vie, d'éprouver des choses subjectivement, c'est-à-dire, de vivre des expériences, par le biais d'émotions ou de sensations, la poussant donc naturellement, à éviter la souffrance et la mort. Ensuite, pour continuer à disséquer la pensée végétalienne, il faut comprendre réellement l'effet de ce régime alimentaire sur le corps humain. Sur ce point, la science a bien défini les limites et contraintes de ce type d'alimentation. Sachez donc qu'à l'âge adulte, vous pouvez effectivement adopter un mode de vie végétalien, à condition de respecter des critères précis. D'abord, vous devez obligatoirement consommer des compléments alimentaires, pour la simple raison qu'au sein des végétaux, certains nutriments comme la vitamine B12, indispensable à votre corps, n'existent simplement pas. La technologie alimentaire de synthèse moléculaire est donc indispensable à un mode de vie végan sur le long terme. D'autre part, pour ce qui est de la performance physique, du maintien de votre système immunitaire et hormonal, et de la conservation de l'intégrité de votre synergie musculaire, tissulaire et organique, un régime comprenant un minimum de calories animales, est tout de même plus efficient à long terme. Il demande moins de logistique, en plus d'être mieux assimilé par votre corps. Enfin, en ce qui concerne la perpétuation de l'espèce humaine par la reproduction, c'est-à-dire la vie elle-même dans son essence fondamentale, une femme gestante, un nouveau-né, ainsi qu'un enfant jusqu'à un certain âge de maturité, ne peuvent en aucun cas adopter un mode de vie 100% végan, sous peine de réduire fortement leur développement vital et leur intégrité physique. Après coup, si vous voulez bien, passons maintenant à l'analyse éthique de cette idéologie. Dans votre monde, des milliards d'animaux sont mis à mort, afin d'approvisionner le commerce alimentaire. Cela est un fait indiscutable, pouvant être appréhendé en fonction de la subjectivité émotionnelle de chacun. Les défenseurs de l'idéologie végétalienne utilisent le terme de torture pour définir cet abattage systématique, notamment en pointant du doigt les consommateurs qualifiés d'immoraux et de tortionnaires. Cependant, comprenez que l'usage de l'expression torturer n'est pas adapté, car elle inclut la présupposition d'une intention cruelle et d'une volonté sadique visant à faire souffrir.
Or, l'individu qui mange de la viande en plus d'autres produits d'origine animale, en tant que consommateur moyen, n'a aucunement l'intention de torturer, ni de faire souffrir volontairement un animal, c'est-à-dire, qu'il n'est pas animé intentionnellement par ce dessein lorsqu'il fait ses courses. En plus d'être un mot qui ne traduit pas les réelles intentions d'un consommateur de produits non végans, vous devez bien comprendre ce qu'est la torture, qui est une notion immatérielle bien définie. Pour illustrer cela, on peut se poser une question simple. Considérez-vous qu'un lion qui traque puis dévore un buffle dans la savane le torture? Il va en effet lui infliger des souffrances terribles, bien pires en réalité que celles infligées à un animal tué dans un abattoir. Le lion va littéralement dévorer le buffle presque vivant, découpant et broyant son corps avec sa mâchoire destructrice. Il fera la même chose avec un jeune animal, voire même sur un bébé fraîchement né, qu'il ciblera lors de sa traque en priorité. Dans ce cas-là, le buffle souffrira bien plus qu'une vache abattue. Le niveau de dommages et de souffrance sera très largement supérieur. Et pourtant, personne n'affirmerait que le lion torture le buffle. Personne ne dirait que ce lion est animé intentionnellement par une volonté tortionnaire, autrement dit, par le désir premier de faire souffrir une entité vivante. En effet, dans ce cas de figure, l'intention première du lion n'est pas d'infliger des souffrances à cet animal, mais seulement de le tuer pour le manger. Dans la sphère de pensée humaine, le détail important, faisant que vous qualifiez tous deux, un homme mettant à mort un animal d'élevage et un consommateur de viande, de tortionnaire, c'est justement le fait que ce soit un être humain qui accomplit cet acte. Car l'homme, contrairement à l'animal, lui, peut être animé en première intention par le désir d'infliger une souffrance. Réciproquement, dans le monde sauvage, aucun animal ou presque ne souhaite infliger de la souffrance en première intention. D'ailleurs, un être humain ne peut se voir moralement infliger un acte de torture que de la part d'un autre être humain. En effet, un de vos semblables tué par un animal ne sera jamais considéré comme torturé par ce dernier, bien qu'il puisse souffrir réellement. La souffrance peut être parfois réelle, comme souffre le buffle dévoré par le lion. Mais la souffrance, sans la facette d'une intention prioritaire, n'est pas de la torture. Or, pour l'immense majorité des consommateurs de viande, pour l'immense majorité des bouchers et éleveurs, l'intention d'infliger une souffrance à un animal n'est pas l'objectif recherché, bien au contraire. La douleur animale, lors de la mise à mort d'un bétail d'élevage, vise à être atténuée le plus possible. Le désir tortionnaire ne peut donc pas être incombé à la population se nourrissant d'aliments carnés, car la torture est toujours liée à une recherche de souffrance volontaire. N'en demeure qu'un individu se nourrissant de viande participe indirectement à la mise à mort d'animaux d'élevage, mais pas à leur torture. Alors attention, ne tombons pas dans la caricature. Évidemment, en tant qu'humain, vous n'êtes pas un lion et les animaux d'élevage n'ont pas vécu en liberté comme le font les buffles. Le buffle a vécu une vie libre et sauvage, qualifiée de belle, avant de mourir, contrairement à de la volaille par exemple. Mais en réalité, cet argument permet justement d'alléger la souffrance morale des animaux d'élevage, qui eux, n'ont jamais connu d'autre état que la captivité. Ils n'ont jamais vécu libres. Leur champ de conscience ne s'est donc jamais ouvert à autre chose. Donc leurs conditions de vie ne peuvent leur apparaître autrement que comme étant normales, même si cela peut sembler terrible à dire. En effet, au sein de leur champ de conscience, qui n'est pas celui d'un être humain, ni celui d'un buffle sauvage, leur mode de vie ne peut point se comparer à une autre situation, il est devenu l'habitude. Et si on ne connaît pas l'existence de quelque chose, alors cela n'existe tout simplement pas pour nous. Ceci est le cas pour l'homme, et encore plus pour un animal bien moins intelligent. Le bétail ne sait donc pas ce qu'est la vie en liberté, et ne connaît, depuis sa naissance, que la captivité assortie des conditions étant les siennes. Enfin, pour continuer d'approfondir notre exemple, à l'échelle de la Terre, quelques milliers de buffles vont mourir chassés par des lions, en éprouvant certes des souffrances terribles, alors que des milliards d'animaux d'élevage vont trépasser. Donc quantitativement, cela ne se vaut pas.
Cependant, cela est réel et effectif, seulement dans votre esprit d'homme conscient de l'information globale mondialisée. La vache abattue, elle ne le sait nullement. Elle n'a même pas conscience de son appartenance à une espèce appelée vache. Et bien qu'elle soit capable de reconnaître ses congénères, elle ne connaît pas leur nombre, ni le concept d'élevage et d'abattage industriel mondial. Donc elle ne souffrira point de cet état de fait qui, en réalité, n'affecte que la culpabilité de la conscience humaine. En effet, bien que votre esprit réalise parfois des raccourcis assez naïvement, il vous faut différencier les concepts de mise à mort animale, de souffrance animale, et de torture, qui ne sont pas similaires. Un animal mis à mort rapidement, sans souffrance directe, n'est donc pas un animal torturé. Ce n'est d'ailleurs pas un animal qui souffre, ou en tout cas, il souffre moins que le buffle dévoré dans les plaines africaines. Je sais que cela peut vous paraître dur, mais c'est la réalité. Par ailleurs, j'imagine aisément qu'en tant que représentant humain du XXe siècle, vous êtes sensibilisé à l'idée de souffrance. Vous êtes donc tous unis pour vous accorder au fait qu'il ne faut nullement faire souffrir inutilement les animaux, ou en tout cas, le faire le moins possible. Cependant, être en accord avec cette idée louable ne revient pas forcément à dire qu'il faut stopper l'élevage animal. Comprenez bien la différence. Élever et maintenir la vitalité d'un animal non sauvage, né en captivité dans des conditions uniques et exclusives à son champ de conscience, n'est pas de la torture, bien que dans le spectre de la conscience humaine libre, cela puisse y ressembler. Cela n'empêche qu'en tant qu'hommes, nous puissions collectivement faire en sorte que ces conditions d'élevage soient décentes et confortables, par respect pour ces animaux, de même que par respect moral pour notre civilisation. Merci à vous. Rendez-vous dans la seconde partie de la vidéo, traitant du véganisme.